Oui. Ah oui, j'étais assez jeune dans le temps, mais assez pour réaliser que nous étions dans si- euh, un temps très difficile, parce qu'il y avait beaucoup de chômeurs. Les gens cherchaient du travail. Et puis, ceux qui travaillaient, ils réussissaient à travailler, mais à maigre salaire. Alors, c'est rare les gens qui faisaient des gros salaires. C'est surtout des gens qui étaient qualifiés comme avec, soit dans la médecine, la loi, et puis, bref, les gens qui avaient étudié à l'université et qui réussissaient, n'est-ce pas, à faire une vie abordable. Mais ils ne pouvaient pas devenir millionnaire du jour au lendemain quand même, parce que les temps étaient durs. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'argent qui circulait. Mais tout de même, ça a été un temps difficile, mais très apprécié au point de vue, au point de vue atmosphère, dans une petite ville comme Lévis à l'époque. Alors, tout le monde se connaissait et on pouvait s'aider les uns les autres. Et il reste que quand même, on a réussi, les gens ont réussi à passer à travers avec la patience puis du courage, c'est tout. Et comme petit garçon que j'étais, j'ai trouvé ça, on pouvait l'observer aussi que c'était difficile pour ces gens-là. Mais je ne connais pas beaucoup qui sont morts pauvres quand même. Grâce à l'éducation qu'on avait reçue, tout le monde en général, parce que les gens à l'époque étaient très religieux, on pouvaient s'aider les uns les autres. Alors, ça a été dur, mais par contre, il y a eu des moments très gais et très agréables quand même, en voyant les gens qui se respectaient les uns les autres et puis qui menaient une vie très noble. Oui, ma famille était dans une bonne situation parce que mon père était un employé de chemin de fer. Et puis, ma famille, les Cauchy, c'était des hommes de chemin de fer, en général. Et on sait que les gens qui travaillaient sur le chemin de fer, leur salaire était au-dessus de la moyenne. Mais personne n'était millionnaire, remarquez bien. Mais assez pour faire une vie agréable et puis décente, même avec une grosse famille. Alors, qui, entre-temps, pouvait aider d'autres moins chanceux. Nous étions en pleine guerre et les jeunes qui avaient un peu d'ambition, hein, il y en a beaucoup qui s'enrôlaient. C'était leur gagne-pain, n'est-ce pas? D'autres s'enrôlaient dans l'aviation ou la marine. Personnellement, en autant qu'on est concerné, il y a mon frère Louis qui avait terminé son cours secondaire, son cours classique. Alors, évidemment, il y a eu ce qu'on appelle la crise, n'est-ce pas, la crise de chômage durant cette Seconde Guerre et qui nous rendant un peu nerveux. C'est pas un événement très, très agréable. Alors, pour certaines personnes, la guerre, c'était très bénéfique pour eux autres, parce que c'était du travail. Il y avait besoin du travail pour les armes et puis les constructions, toutes sortes de main-d'œuvre. Moi, j'ai été témoin de ça, et puis surtout mon frère Louis, qui lui finissait là, la partie de son cours cycle. Lui, ça fait, aussitôt que la guerre s'est déclarée, évidemment, il avait lu beaucoup sur l'aviation. Les pilotes, surtout des héros de l'aviation. Les pilotes français en particulier. Alors, lui, il voulait devenir pilote de chasse. Fait que quand
En 1939, au début de la guerre, il s'est enrôlé pour être pilote de chasse. Alors, c'est là. Et ça s'est bien réussi jusqu'à certains points. Alors, il était aussi sans Félix mitrailleur. Durant le temps de la crise, puis un peu avant la guerre aussi, il y avait au manège militaire, ils prenaient les jeunes pour les entraîner, la discipline, comprenez-vous? La discipline, la marche, tout ça. L'homos, vous savez, les idiots. Alors, mon frère Louis, il était champion là-dedans. Alors, aussitôt qu'il est rentré dans l'aviation, évidemment, ils ont mis le doigt dessus, hein, parce qu'il en avait besoin beaucoup de syphilis, puis d'ingénieurs, et ainsi de suite. Alors, c'est ce qui explique que finalement, il est rentré très, très de bonne heure, et puis en 1942, il a commencé à faire des raids de bombardement en Allemagne, de l'Angleterre en Allemagne. C'était très, très néfaste pour les Anglais à ce moment-là. Ils se sont fait descendre beaucoup comme des mouches. Et malheureusement, c'est là que mon frère Louis là, a perdu la vie suite à un bombardement. Tout l'équipage, d'un seul coup, se sont fait descendre. Et puis, c'est au-dessus d'Amsterdam, dans ce coin-là, là, en Hollande. Là. Alors, il y avait un cimetière pas loin, là, un cimetière à Amersfoort. Et c'est là que Louis, puis tout son équipage, a été inhumé. Ça fait comme une demi-lune. Et c'est là qu'ils ont compris qu'ils s'étaient fait descendre tous en même temps, puisqu'ils étaient tous en ligne, les 6 ensemble. Alors, la nouvelle a couru ici à Lévis. Ça fonctionnait de cette façon-là. La première chose qui arrivait, il était rapporté disparu. Alors, très bien, disparu, mais là, c'était des prières pour qu'il soit sauvé, que quelqu'un le retrouve. Après 6 mois, si on ne le trouvait pas, il était déclaré mort. Et ce qui était arrivé, après 6 mois, il était déclaré. Ça, c'est en 1942, au mois de juin 1942, là, on a su qu'il était rapporté définitivement décédé au moment où moi, je m'enrôlais pour aller retrouver puisqu'il était rapporté disparu. Alors, lui et moi, on était comme les 2 doigts de la main, et puis c'était un gars formidable. Pas parce que c'est mon frère, mais c'était un leader, là. Des gens dans ce temps-là, il était très bien aimé, puis très populaire. Alors, moi, j'ai été porté tout de suite et guéri. J'ai signé le même mois que lui s'était fait descendre. Alors, l'officier qui m'avait engagé, et ça l'a épaté, puis il m'avait laissé une bonne note sur l'application. Et c'est pour ça que c'était très difficile de devenir pilote, parce que tout le monde, tous les jeunes, c'est ça qu'ils voulaient, pilote, puis pilote de chasse. C'était beaucoup de popularité, n'est-ce pas? Et puis des ailes ici, ça, c'est... Le publicité qui t'a fait en autour de ça, c'était magnifique. Ça nous invitait d'en faire partie. C'était le top, là, c'est d'avoir des ailes puis d'être pilote. C'est ça qui est le but principal. Beaucoup faisaient application en rentrant, la majorité. Mais au fil des entraînements, bien, il y en avait trop, ils éliminaient, puis ils choisissaient ceux qui avaient les meilleures qualifications. Lui, il était bien qualifié, puis humblement, moi aussi, j'ai été qualifié. Ah, moi, j'ai trouvé ça très, très dur pour toutes sortes de raisons. Entre autres, c'est que dans ce métier-là, là, on apprenait l'anglais au cours tactique, on apprenait la grammaire anglaise, mais il y avait la conversation anglaise, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, c'était pas facile dans un milieu complètement francophone
d'apprendre l'anglais. D'autres avaient plus de facilité. On pouvait rencontrer peut-être... On avait une famille irlandaise ici, on les rencontrait, on parlait. Louis, c'était facile. Mais j'ai eu des difficultés aussi au début du cours, mais il apprenait plus vite. Personnellement, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Là. Alors, mais j'étudiais beaucoup. Ils nous ont envoyé, tous les Canadiens français, là, il y en avait plus, beaucoup plus, là, qui s'étaient enrôlés que quand mon frère Louis s'est enrôlé. Il n'avait pas tellement, c'était volontaire. Là, il n'y avait pas autant d'opportunités, là. Dans ce temps-là, là, c'était pas mal spécial. Il demandait, par exemple, un cours beaucoup plus élevé, des graduations beaucoup plus élevées dans son temps, au début jusqu'en 1942. Mais là, vu qu'il y en avait besoin beaucoup, ils ont baissé le grade. Mais c'était assez dur puisque tous les cours étaient en anglais. Alors, ça dépendait des résultats pour être admis entièrement. Là. Non seulement il fallait réussir dans l'entraînement physique, dans toute la manière de vivre, et ainsi de suite, mais les notes de savoir là, sur la météorologie et puis la discipline comment dirais-je, la drill, qu'on l'appelait vulgairement, là. Alors, pour les marches, tout ça, et puis, enfin, de la culture générale, assez générale, pour l'aviation, et puis l'armée. Alors, ça va passer ça. Tous ces examens-là, pour avoir réussi, et d'être mis à continuer, ça prenait le minimum 60 %. Alors, je me dis, même là, en toute sincérité, moi j'avais toujours 62 %. C'était parmi les faibles, là, au point de vue école, puis d'étudier. Mais par contre, au point de vue vol, facilité là, pour piloter, là, j'avais les bons points. À tout ça additionné ensemble, ça faisait du bien. C'est comme ça que j'ai gagné mes ailes. C'est comme ça que je me suis enrôlé. Là. Le fait de s'enrôler et d'avoir réussi ça, c'était quelque chose de très important. Et puis aussitôt qu'on avait nos ailes, mais là, on s'en allait en Angleterre pour vraiment s'enrôler encore sur des plus gros avions et puis faire face à l'ennemi. Alors, il y avait toujours une petite inquiétude là-dedans. Là. Comment c'était passé? Tout feu, tout flamme, quand ça va bien. Mais rendu là, face au danger, mais on était tellement bien entraîné qu'on était prêt à subir. J'ai jamais vu, personnellement, les gens qui ont abandonné, soit par la peur ou la peur d'être tué ou ça. Mais quelqu'un qui était peureux un peu puis qui ne voulait plus y aller, c'était difficile d'arrêter parce que tous ceux qui étaient autour de lui, c'est le contraire, ils voulaient y aller. Alors, lui, il ne voulait pas. Alors, tout se balançait ensemble. Mais, parce que malheureusement, il y en est mort. Hein? Il y en est mort beaucoup là, dans l'aviation. Oui. Moi, j'avais choisi d'être pilote de chasse. J'avais mes ailes, puis tout était correct. Puis, rendu en Angleterre, alors que, on passe devant les bureaux, les officiers, tout ça. Bon, il dit, vous, monsieur, vous avez manifesté le désir d'aller pilote de chasse. Non, il n'y a pas de place pour vous parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Alors, il dit, qu'est-ce que je fais? Il est pilote de bombardier. Ça, c'était moins intéressant hein, comme pilote de bombardier que pilote de chasse. Pilote de chasse, c'est vraiment là, la bataille dans l'air. Là. On l'a vu, hein? On les a vus agir. On était entraînés pour ça aussi. Ça, il y a beaucoup d'action là-dedans. Quand tu es jeune, tu as beaucoup d'action, tout ça, mais ça ne marche pas toujours comme des volettes rondes. Des fois, c'est carré par bout. Hein. Mais c'est la volonté de le vaincre. Toujours ça qu'on était cultivé pour vendre, pour avoir
la volonté de vaincre. On est là pour vaincre, non pas pour reculer. Il faut avancer. Puis vous allez avancer en faisant face à l'ennemi, puis avec succès. Alors, c'était ça l'idée. Comme ça, j'ai continué chez les bombardiers, des petits bombardiers. Après ça, le bombardier moyen, comme on l'appelait moyen maintenant, c'était le Wellington, mais il était à un moment donné, il était considéré comme lourd, mais là, il était diminué complètement comme réputation. Et puis, c'était un avion d'entraînement parfait, par exemple. C'était très bien pour apprendre. Et après ça, c'était le Halifax, les 4 moteurs. Puis quand tu arrivais à la poursuivre une première école à Halifax, là, des bombardiers à Halifax, qui ont fait des bombardements et puis qui ont créé l'atmosphère. Là. Alors, c'est avec ça là, qu'on apprenait pour, pas tellement, quelques semaines très courtes, pour aller sur le bombardier très bien avancé, là, à date. Là. Alors, c'est celui-là. Mais quand tu regardes ça pour la première fois, c'est haut. Hein? Tu regardes ça. Moi, je vous dire, franchement, je me disais, comme bien d'autres, là, on va être capable de bombarder cette passante-là. Mais l'entraînement qu'on avait reçu à Saint-Hubert, avec le Harvard, le Harvard, c'est le magnifique avion de piloter, c'était merveilleux. Pour faire de l'acrobatie, de toutes sortes de choses. Puis on faisait toutes sortes d'exercices avec ça. Et quand on réussissait avec un Harvard, il était dit, si quelqu'un est capable de piloter un Harvard comme ça, il est capable de bombarder, il est capable de piloter n'importe quel avion au monde. Alors, avec ça, ça donnait de la confiance. C'est ça qu'on se disait, la grosse machine, là, on ne pense pas qu'on va être capable de passer ça, mais on l'avait appris sur le Harvard, la confiance revenait. Et ça se produisait comme ça. On l'embarquait, puis là, on n'était pas sûr, puis l'entraîneur, là, on faisait faire certains examens, puis ça passait très bien. Oui. Mais quand on était rendu au feu, là, ça se passait, mais pas tout le temps très bien. Hein? On se faisait descendre, c'est ça. Oui. Ah oui. L'ambiance était différente. Avant l'arrivée à l'escadrille, là, tout feu, tout flamme, il n'y a pas de problème, ça va bien, tout ça. Là. Mais quand vous êtes... Là, c'est vrai, là. Quand c'est vrai, là vous pensez sérieusement. C'est peut-être moi. C'est un premier voyage. Il y en a beaucoup après le premier voyage. C'était désastreux parfois. Mais non, il s'agissait c'était la personne lui-même qui se dit j'ai la volonté de vaincre, j'ai la volonté de passer à travers, je vais passer à travers. Mais ça ne marche pas toujours comme ça quand même, mais en autant que il faut foncer, prêt à tout. Parce que j'ai vu quelques-uns qui ont abandonné aussitôt que la première opération arrive, là c'est plus la même personne. Parce que vous pensez, c'est mon premier voyage, mais ça sera peut-être mon dernier, là. Surtout dans ce temps-là, là, vers 43, 44, là, il s'en faisait descendre beaucoup l'avion, là. Alors, moi, j'ai eu un peu le feeling que mon frère a passé. Il était brave, puis j'ai jamais entendu parler de plainte à son sujet. Alors moi, je me sentais tout à fait une certaine... il faut être réaliste. C'est une certaine... Advienne que pourra. J'ai vécu ça, j'ai été volontaire, alors il faut aller jusqu'au bout. C'est ça. Il faut être déterminé. La volonté de vaincre. Alors, ça a fait ça pas mal
d'inquiétude. Là. Puis une fois rendu au contrôle, mais là, vous êtes vraiment vous-même. Là, vous êtes avec tous les instruments à toucher, là, pour faire marcher les moteurs, puis garder l'avion au niveau, et puis c'était pas aussi bien développé que ça l'est aujourd'hui, là. Ça se compare même pas. Mais ça prend beaucoup d'attention, puis beaucoup de concentration, beaucoup il faut être en santé à part de ça, il faut être en forme. En forme. Alors, en partant avec ça, tellement concentré ce qu'il y a à faire, là, on passe pas, on va passer à travers. Puis quand ça passe pas, bien là, on est prêt à réagir, c'est tout. Quand l'avion a été pris en feu, évidemment, il a fallu sauter, on a sauté, tout le monde a sauté. Le dernier à sauter, c'était le pilote, comme un capitaine de bateau, là. Alors, avant que c'est le pilote qui donne le signal, l'avion est en feu, on essaie de l'éteindre, puis il faut se dépêcher, ça ne s'éteint pas. Parce que quand l'essence était en feu, là, il y avait, dans cette essence-là, il y avait un autre liquide, le nitrogène, qui fait baisser le feu, peut l'éteindre aussi. Mais il faut que ça disparaisse vite, ce liquide-là. Il faut aller vite. Alors, quand on voit que le feu, là, il ne change pas, il faut sauter. Alors, j'ai donné l'ordre de sauter, moi, à mes copains qui ont sauté. Puis une fois qu'ils ont sauté, là, il n'y a plus de contrôle, là, sur le bombardier. Il n'y en a plus, là. Mais le bombardier qu'on avait, nous autres, à ce moment-là, il mettait au niveau avec les contrôles. On ajustait les manettes, tout ça. Il pouvait, hein, mais c'était pas parfait. Alors à ce moment-là, quand le pilote est puis là, le bombardier, il vacille, hein, voyez-vous. Fait que vous ne sortez pas d'un bombardier en haut à 8000 pieds, là, avec les bombes en dessous à part de ça. Quand j'ai été tiré, moi, mes bombes étaient là. Hein. Alors, s'il avait réussi à toucher mes bombes, je ne serais pas ici aujourd'hui. Là. Alors, on pense un peu à tout ça. Alors, quand c'était temps de sauter, moi, tout le monde a sauté. Moi, j'ai dit, je saute sur mon tour. Puis là, j'ai eu de la misère à sortir de l'avion. Il faut le voir comment c'était fait, là. Hein? En haut, là, puis descendre, il fallait que je descende au palier plancher, là, puis sortir par le nez. Mais finalement, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut se concentrer. Il ne faut pas penser à se reposer. Là, hein. Il faut sortir. Il faut se dépêcher. Il y a un petit peu de panique. Il y a un petit peu de panique. Il va vite. Puis on saute, puis on ouvre le parachute. Mais là, pour le parachute, quand il est ouvert, on se demande où je vais atterrir. Dans une rivière, dans un ruisseau, dans la pleine campagne, où on ne sait pas. Alors, on l'attend jusqu'à temps qu'on arrive à terre. Puis quand on arrive à terre, ça donne un bon coup, ça réveille. Puis là, on pense à rejoindre les amis, l'ami allié, là, comprenez-vous? Alors, nous autres, le soir, je me suis fait descendre, moi j'étais à Hanovre, et Hanovre se trouve sur une carte en ligne droite avec la mer Baltique, là. Puis ça passe à côté de Berlin, dans ce coin-là. Donc, on était loin pour rejoindre les Alliés qui, encore là, n'avaient pas encore traversé le Rhin. Ça faisait une grande distance. Alors, on rêve en couleur, on se dit, on va y aller par le nord, ça va être plus court, là, en passant par la Hollande.
Parce que les bombardements, justement, partaient d'Angleterre, dans le milieu de l'Angleterre, ils passaient beaucoup par la Hollande. C'était plus court. Parce que ça demandait moins d'essence. C'est moins fatigant, c'était plus court. Mais en pensant à ça, je me suis dit, je m'en vais, moi, vers le nord. Ça va être plus court, comme dans aller direct sur le Rhin, là, à gauche. Là. Ah, non, j'ai pas été loin. Hein. J'ai marché, tout simplement. C'était l'hiver. Et là, j'avais les muscles un peu pas pétrifiés, mais tout étiré, là. Pas mal pris, là, poigné comme il faut. Là. Mais en marchant, donc, mes muscles revenaient à normal, comprenez-vous? Je me suis juste fait du bien d'essayer de me sauver, marcher même dans la nuit. Puis l'hiver, à part de ça. Puis se garder chaud, puis faire l'exercice. Ça n'a pas été long parce qu'au petit matin, là, à un moment donné, il fallait que je tourne à gauche, je prenne la route définitivement pour le nord. Et c'est en prenant la route, il y avait un bosquet, là, il y avait à peu près grand comme la maison ici, là. Tu passes je voyais, ça faisait longtemps que je ne voyais plus personne. Personne. Il n'y avait personne. On aurait dit que tout le monde était caché, je ne sais pas, mais alors, à côté d'un petit bois, il n'y avait pas de danger certain. C'était trop sûr de moi, là. Je passe à côté du petit bois, il est sorti deux soldats. Mais avec leur mitrailleuse, là, prêts à tirer. Puis là, j'ai levé les mains. Là, j'ai dit, oui, il faut dire. J'étais faite. Oui. Oui. La Convention de Genève disait qu'un prisonnier ne doit pas être tué par les prisonniers de guerre. C'est pas autorisé à le tuer. Mais, pour des supposées raisons, il y en a plusieurs qui ont été descendus. Hein, alors, c'est ça. Fait que, on été traités très peu. Parce qu'il y a les fanatiques dans l'armée. Dans l'armée, c'était tous des bons gars, là, comme il y en a au régiment de Maisonneuve, au régiment de la Chaudière, ici. C'est des gars très solides, mais quand ils sont au front, ils sont durs. Mais ils respectent la Convention de Genève. Comme lui, le soldat doit être respecté par l'ennemi. Les deux doivent se respecter. Alors, non, c'est quelques-uns, moi, j'ai rencontré, ils étaient tout simplement très durs. Les baveux, les jeunes baveux, là. Avec la crosse des carabines, s'ils trouvaient qu'on ne marchait pas assez vite, un coup de crosse dans les reins, là, ça réveille un gars. Hein. C'est comme un cheval, tu donnes un coup de fouette, là, puis le cheval, il bouge. Là. C'est un peu ça avançait plus vite. Mais règle générale, le soldat respectait, tout soldat se respecte, tout aviateur se respectait les uns les autres. Mais il y en avait toujours des fanatiques. Moi, je n'ai frappé un qui m'a donné un coup de crosse de carabine. Je m'en souviendrai pour longtemps, je suis sûr de ça. Oui. Je me souviens du visage, je m'en souviendrai, mais il ne reviendra jamais. Il n'aura jamais le même visage, parce qu'il est vieilli, ce gars-là. Mais je me souviens encore de lui, je l'ai dans la tête. J'ai pas aimé ça, hein. Je ne pouvais pas rien faire. J'avais pas d'arme, moi. Mais lui, il avait sa mitrailleuse. Ça cogne dur. Ouais. C'est que, faut dire que Hitler, lui, quand il a écrit son livre, quand il parle des prisonniers de guerre, il dit les prisonniers de guerre, il va respecter la Convention, mais il va briser les prisonniers de guerre, il va leur briser le moral.
C'était ça, lui. C'est ça qui prenait le moyen pour briser le moral. Il y a toutes sortes de moyens. Avec le général, c'était ça. Alors, quand on était prisonnier, quelle atmosphère il y avait? C'est tout simplement, dans les premiers jours, là, tout le monde raconte son histoire, comment il a été descendu. Est-ce qu'il a fait une erreur? Et aussi, ça se questionne. Ça, il se répète cette histoire-là souvent. Et puis, le deuxième sujet, c'est la nourriture. On n'avait pas assez de nourriture parce que il était un temps, il y a eu tellement de bombardements en Allemagne que les rails de chemin de fer, les moyens de transport avaient été bombardés beaucoup. Donc, pendant la guerre, la Croix-Rouge fournissait des paquets, qui s'appelaient ça des paquets de Croix-Rouge, une boîte de carton, qui pourrait durer pour un soldat une semaine, là, avec toutes sortes de choses à manger, puis très vitaminé. Alors donc, on avait ça, et qui nous aidait à donner un peu de morale, là, avec la Croix-Rouge, parce que l'Allemagne fournissait aussi une ration. Disons, jusqu'à la mi de 1944, là, ça a été quelqu'un qui avait un paquet de Croix-Rouge, puis la ration de l'Allemagne, il pouvait, disons, faire une vie régulière, là. Mais plus la guerre avançait, plus les occupations, les transports étaient détruits, moins la nourriture rentrait. Alors, même les civils ont manqué de nourriture. Alors, les soldats, même chose, ils en manquaient de nourriture. Il n'y avait plus les mêmes quantités en grammes, puis ainsi de suite. Non. Mais sauf qu'il y avait encore le paquet de Croix-Rouge. Mais là, il y avait moins de paquets de Croix-Rouge, puisque le transport était très mauvais. Alors, c'est ça qui a été la chose la plus dure, mais aussi le fait de tomber inactif, parce qu'il n'y avait pas de... Les prisonniers de guerre, certains prisonniers de guerre étaient obligés de travailler. Ça dépend de quelle catégorie qui était ces prisonniers de guerre. Mais ils pouvaient atteindre notre morale par toutes sortes de choses. Comme par exemple, il y avait les haut-parleurs, là, puis ils annonçaient que les Alliés avançaient, disons, plusieurs milles. Là. Mais des fois, c'était pas vrai, ça. C'est pour soulager les prisonniers, disaient, maudits, ils vont arriver vite. Ou bien ils faisaient jouer un beau morceau de musique, là. Les Américains, moi j'avais beaucoup d'Américains dans notre camp, nous autres. Là. Un jazz américain, là. Ah ben là, les gens, ils pensaient à Le Blond, ils pensaient à... C'était tous des jeunes, d'ailleurs, qui étaient là. Il y avait une belle détente, hein. Au moment opportun, coupe. Là, les gars venaient écraser complètement. Ou bien l'autre, il y avait des soldats qui s'étaient engagés et puis ils étaient mariés. Alors, ils faisaient jouer un disque de Irène Lila. Donc, un soldat qui était marié, il pensait à sa femme et ses enfants, puis tout ça. Là. Il envoyait, c'est pas une morale bien bas, tu sais. C'était ça. Toutes des choses semblables. C'est pas, ça fait mal au moral, c'est ça. Ou bien, quand on a commencé à manquer des paquets de Croix-Rouge, à un moment donné, là, il se trouvait du papier à même, déchirait les boîtes de carton de Croix-Rouge, puis il faisait comme un journal, puis il disait telle date, c'était tant de milliers de paquets de Croix-Rouge entrent à tel endroit qui n'était pas loin de la nôtre. Et puis ça, il faisait circuler cette nouvelle-là, il en distribuait à tout le monde, là, tu sais, dans tous les quartiers. Là. Fait que les gars, ils ont dit enfin, on va manger. Faux. Telle date, la date arrivait, ça, non. Il disait, à part ça, c'est regrettable, mais on n'a pas reçu les paquets. Ça, c'est mauvais pour le moral. Bien les choses, de même.
toutes sortes de choses. C'est vrai. Alors, ça vous donne une idée quelle sorte d'atmosphère qu'il y avait. Et puis, évidemment, dans les chambres, c'était des chambres, mettons, une chambre grande comme le salon ici, là, puis un petit peu plus large. Et puis aller, écoutez, jusqu'au foyer, là. On était, on était 24 là-dedans. Alors, il y a 3 étages. Un étage près du plancher, un autre dans le milieu, puis un autre près du plafond. Alors, dans ça, là, on mettait 24, 24 personnes. Toutes, dans le tout. Puis il y avait des matelas avec, bourrés avec du foin, là, ou bien du brin de scie ou quelque chose comme ça. C'est surtout du foin. Et puis, on était avec, comme le matelas appuyait sur des planches. Vous savez, des planches, des sapins, là, ou des pins qui coupent, là. Il y a de la croûte, là. Puis ça, il y en a qui chauffent avec ça, hein. L'autre, ben, il envoie les billes dans la rivière pour circuler, là. Alors, c'est ce qu'on avait, nous autres, que ces trois morceaux on a placé des biscuits, ces 3 morceaux de carré en foin, là, comprenez-vous, là. Ça, c'était le matelas, puis il appuyait sur ces planches-là. Je vous parle des planches parce qu'à un moment donné, il faisait très froid. D'abord, les chambres étaient fournies au début, puis après ça, c'était fini. C'était fini, il n'y avait plus rien. Il y avait juste un petit poêle, là, puis il mettait un petit bout de bois, là, pour que ça chauffe un peu. C'était fini, la ration était faite. C'est pour ça que ces petits bouts de planches-là, là, à la fin de la guerre, il faisait tellement froid, puis il n'y avait absolument rien, puis le poêle, il n'y avait rien à fournir. On arrachait les planches. On arrachait les planches à différentes distances, puis on faisait brûler ça au fur et à mesure. Là. Pas trop. Mais à un moment donné, on était couché sur ces planches-là. On avait la fesse dans un trou, les jambes appuyées sur une autre planche. La grosse misère noire. On avait juste une couverture kaki, là. Une couverture kaki qui nous servait de couverture. Point final, c'est tout. Mais en haut, c'était plus chaud, mais en bas, c'était plus froid. La chaleur monte toujours. Ouais. Fait que c'est ça. C'est le genre de choses qui arrivaient pour le moral. Et puis, on trouvait le temps long, je vous dire. Hein. Les gars, tout ce qu'ils parlaient, c'est de leur expérience. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils se sont fait tirer? Ils imaginaient toutes sortes de choses. Plus on en parlait, plus on venait démoraliser. Mais ça, c'était la guerre. Si vous voulez, pour ceux qui étaient volontaires, j'étais volontaire, tu as voulu faire la guerre, tu étais volontaire, tu as voulu rejoindre ton frère, tout ça, ça n'a pas marché. Puis, c'est pas personne qui t'avait forcé de rentrer. Tu as été toi-même, maintenant, endure, c'est tout. C'est comme ça qu'il faut se raisonner. J'étais réellement long à un moment donné. On vient pas mal. J'imagine une sorte de choses. Mais ça revient. Hein. Quand on arrive au pays, là, on vient. C'est tellement une joie énorme, une joie indescriptible, on vient étourdi tellement on trouve ça beau, la ville, puis moi c'est beau, le Québec, surtout le fleuve. Puis, moi, c'est ineffable, c'est ineffaçable, c'est un bonheur que je ne peux pas exprimer. Je me disais, moi, on est une belle province, jamais j'ai aimé, je pense que j'ai aimé une province comme ça, comme la mienne, oui, jamais. Même les pays. Même les pays. Oui, c'était magnifique. Alors, mais il reste toujours quelque chose là-dessus. Là.
Alors, tout ça pour vous dire que comment ça se passait dans les chambres, là, au point de vue moral, là, ben, ça vous donne l'idée que les gens, c'est l'espoir, il y avait l'espoir. Mais puis quand il y avait quelque chose de bien qui s'en venait, puis c'était démenti, là, ça tombait à zéro. Puis ça parlait beaucoup entre eux. On se parlait beaucoup des prisonniers ensemble. Ce que c'était évident est que, mais comme prisonnier, on n'avait pas de journaux qu'on savait, rien. On apprenait certaines nouvelles, des fois c'était beaucoup de rumeurs que d'autres choses, mais parfois il y a des choses vraies. Ça venait peut-être aussi les vraies choses. Il y a des aumôniers de régiment, de l'aviation, surtout les soldats, qui restaient avec leurs soldats quand il y allait à la guerre. Ils étaient bien soldats, mais ils étaient aumôniers. Ils ne tiraient pas du fusil, rien de ça, mais ils assistaient leur mort ou leur blessés. On les encourageait, les gens de l'armée, n'est-ce pas, de leur régiment. Alors, peut-être qu'il venait des nouvelles de ce coin-là, comprenez-vous? C'était très, très rare. Et éventuellement, il y a des nouvelles qui étaient parvenues que la guerre tirait à sa fin, au mois d'avril. Là, il y en est passé de toutes sortes. Et finalement, le 30 avril, on attend par les nouvelles, par dessous, là, dessous des nouvelles qui passaient inaperçues, comprenez-vous, que Hitler s'était suicidé le 30 avril. Moi, je me souviens, dans le camp où j'étais, là, il y avait une partie, là, j'étais pas loin de la porte d'entrée, et puis on a entendu ça. Le 30 avril, donc, lui étant suicidé, la guerre était finie. L'atmosphère a changé complètement. Complètement. Et là, on a vu entrer, je me souviens, du côté est du camp, là, les Russes. Les soldats russes, à part ça, il y en a qui se battaient avec leur médaille. S'ils avaient fait un coup, là, il y avait des carrés de médaille. Ils s'habillaient chic, ils allaient au combat comme ça, chic, mais avec une médaille. C'était les Russes, ça. On a été prisonniers, les Russes, on peut dire. Les Russes ont remplacé dans les miradors, c'était les Allemands qui avaient. Mais le 30 avril, au soir, il n'y en avait plus. Quand ils ont appris que Hitler s'était suicidé, ils ont tout retiré ça. Puis les autres, ils ont disparu. Là. Les Allemands, on n'a plus vu d'Allemands du tout après. Les commandants allemands, tous les soldats qui nous surveillaient, tout ça, c'était vidé. Et on était laissés à nous autres mêmes. Mais c'est parce que on était 12 000 prisonniers, puis sur ça, il y avait 10 000 Américains. Les Américains, ça les fait descendre. Il n'y avait pas d'idée hein, après la guerre. C'était très rapide. Fait que les autres, là, étant donné que c'est les Américains qui étaient plus nombreux, celui qui était devenu directeur, grand directeur du camp, là, c'était un Américain. Un gars très capable. Ah oui, il était solide. Là, on est devenu comme prisonniers les Russes. Il était dans les miradors, tout. On restait là. Puis on est arrivé plus de nourriture, un petit peu plus de... Mais les paquets de Croix-Rouge, là, ils ont débloqué. Ils étaient cachés dans un entrepôt du côté allemand. Les Allemands, ils n'avaient pas osé les laisser sortir. Et finalement, ça a tout sorti, là. Les gens, ça tombait à deux mains là-dedans. Puis là, ils ont été malades. On se comme ça, des gars c'est comme un va-vite, hein, c'est ça. On est obligé de mettre des piliers
juste près des clôtures, là, parce qu'il n'y a pas le droit de passer par la clôture. Oui, alors ça passait, ça passait assez vite malgré tout. Puis les commandants des Russes avaient dit aux commandants américains, vos prisonniers, nos prisonniers, on va vous retourner en Angleterre, mais on va passer par la mer Noire. Je ne sais pas si vous connaissez la photographie un peu, là, de la mer Noire et de l'Angleterre. C'est pas du tout la même affaire. Là, la mer Noire, là, c'était pour rester là. Ça, c'est certain. On y aurait goûté, là. Fait que l'Américain dit, il n'y en a pas question. On va faire tout ce qu'on peut, on va se battre avec des coups de bâton, on va mourir, mais on n'ira pas là. Ça, c'est certain. On s'en va en Angleterre. C'est des avions qui vont venir nous chercher. Des avions américains, des B-17, des bombardiers américains, 4 moteurs. Et puis, ils vont venir nous chercher, ici, dans le camp, parce que, à 4 milliers de là, il y avait un terrain d'atterrissage pour l'armée allemande, pour l'aviation allemande. Alors, il y avait un terrain idéal pour faire atterrir les bombardiers puis transporter les prisonniers. Alors, on partait de là. C'est très émouvant, c'est très... il y a beaucoup de sentiments là-dedans, c'est attendu. Mais il y a la réalité aussi. C'est que quand on était vidé, là, le 30 avril, au soir, ils ont commencé par libérer tout ce qui était british. Parce que la guerre s'était déclarée avec l'Allemagne en 1939. Et à partir de 1939, il y a déjà eu des prisonniers de guerre. Puis ils ont bâti des camps de prisonniers. Alors, dans les camps de prisonniers, les premiers prisonniers de guerre, c'était les membres du Commonwealth. Et les Américains, mais les Américains en 1939, ils n'étaient pas là. Les autres, c'était en 1942 qui ont déclaré la guerre. Puis, Churchill, puis le gouvernement là avait crié à moi, envoyez-nous des avions, envoyez-nous des soldats, et ainsi de suite. Des Américains, ils en ont envoyé. Puis l'entraînement, surtout en avion, l'aviation, ils en ont entraîné pendant aux États-Unis, vous étiez permanent dans l'aviation, vous étiez bien entraîné. Mais là, toutes les masses de jeunes qui entraînaient dans l'aviation allemande, dans l'aviation américaine, ça faisait du monde, ça. Il y en avait beaucoup de monde. Du monde qui n'était pas très bien entraîné. Alors, quand ça allait vers la cible, peu avant la cible, il y avait formé des avions pilotes, qui pilotaient les autres mêmes. Puis, formé beaucoup de jeunes. Alors, avant d'arriver à la cible, là, ceux qui attendaient, là, ils s'en allaient comme des oies, là, tu sais. Ils s'en allaient tous ensemble vers un morceau de sucre, de l'abeille, des abeilles. De jour, c'était tout beau temps à voir ça, c'était tout en ligne, puis tout ça. Puis les avions, ça était au niveau. Puis ils se faisaient tirer dessus comme des... C'était pas de bon sens, hein. C'était un massacre. Ils se faisaient tirer dessus par en bas, puis en haut par des chasseurs. Alors, c'est pour ça que ça fait beaucoup de prisonniers. Mais quand ils ont vidé le camp, le premier choix revenait aux British. Vous comprenez? Mais il y avait moins de prisonniers. Alors, mais ça, on est parti plus vite. Moi, quand j'étais descendu, quand j'étais dans les premiers jours, j'étais avec des Américains. Puis quand la guerre a commencé à prendre fin, ils nous ont transféré les British, faisaient partie des British, nous autres Canadiens. Ils ont été transférés avec les vrais British. Fait que quand les avions sont venus nous chercher, même si c'était des avions B-17, les avions américains, c'est surtout les avions américains, parce que
Les B-17, les Anglais, là, ils n'avaient plus autant, là. Il y en a quelques-uns qui sont venus, puis c'est surtout des Américains. On a embarqué dans des avions américains. Alors, moi, j'ai eu le privilège d'embarquer parmi les premiers avions qui sont venus nous chercher. Et puis là, directement en Angleterre. Ça n'a pas été long. On est arrivé vers la fin de l'après-midi, là, en Angleterre. Puis en arrivant en Angleterre, c'est le terrain d'atterrissage, on débarque, nous a dirigés vers un grand hangar, là. En ouvrant les portes de l'hangar, là, une foule de femmes qu'il y avait là, c'est incroyable. Bien habillées en civil, évidemment. Ça, c'était toutes des femmes qui étaient dans l'aviation ou dans l'armée, mais s'étaient changées, se changer pour les circonstances, pour recevoir les prisonniers, pour leur aider à se dégager des mauvaises idées de morale, tout ça. C'est la tension pour détendre un peu tout ce monde-là. C'est comme de fait, on arrive là, il y avait toutes des grandes tables, là, rondes, avec des nappes blanches puis dans le milieu, des vases, là, avec des sandwichs. Des sandwichs au pain blanc. Des sandwichs au pain blanc. Le pain blanc, ça faisait longtemps, là, c'était du pain noir qu'on mangeait. Le pain noir, les premiers, là, t'es pas capable quasiment de l'avaler. Il est supposé avoir beaucoup de vitamines là-dedans. Ça vient dur, puis quand c'est mou, c'est un drôle de goût. Tu n'es pas capable de tout manger. Tu manges deux, trois bouchées, tu n'es pas capable. Bon, on les gardait quand même dans nos poches, parce que la nourriture se devenait de plus en plus court. Ça, ce pain-là, il était très dur. On mangeait, on flassier ça avec nos dents. Mais on le trouvait bon. On avait tellement manqué de pain, du bon pain, là, que celui-là, là, on le trouvait bon. C'est un fait. Quand on est arrivé, c'est regarde ça, puis tu vois le pain blanc même, là, le sandwich, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Là c'est, à partir de ce moment-là, c'est le début des jouissances partout ailleurs, tout ça, pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce qu'on revienne à la maison. Ça se termine, un coup rendu à la maison, ça surmoume du confort, surmoume de la nourriture. Alors, c'était merveilleux les premiers temps, quand on a donné le tour. Même, on n'est pas capable de tout manger, tellement c'est riche. L'estomac avait rapetissé, puis c'est plus dur. Mais une fois habitué, mais là, on s'habitue. Mais ça prend du temps. Mais c'est pour vous dire que la première fois que ça nous revient, après, c'est si court de temps. Que là, 4 mois et demi, c'est pas long. Mais il y en a, ça faisait 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans. Les autres, je ne sais pas moi ce qu'ils ont fait pour revenir normal, parce que c'était beaucoup de changements d'un coup sec. J'ai trouvé que c'était beaucoup de changements. Là. D'apprécier ce qu'on a ici dans la ville, la maison, puis tout ça, la nourriture de nos mères. Les Américains, ils étaient fous comme tellement. Les autres, c'est pire. Les autres étaient gâtés, les Américains. Quand ils étaient en devoir dans l'Angleterre, là, les autres, les alliés là, du Commonwealth, là, ont été fournis par ce monde-là. C'était pas tellement riche. C'était bien juste assez. Là. Un œuf le matin, là, c'était une fois, quand tu revenais de retour d'un raid, tu avais droit à un œuf avec une toast. Ça, c'était un banquet. Tandis que les Américains, eux autres, pendant qu'ils étaient là, les autres c'est des organisateurs, les Américains. Puis ça coûtait cher, tout ça, pour le monde, là. Pour les Américains, ça coûtait cher, cette guerre-là. Nous autres, il y avait toujours le restreint, hein, du côté des British. Puis les Américains, c'est pas malin. Quelqu'un qui tombait pour une raison ou pour une autre, il était obligé de rester avec les Américains pour un soir. Je parle d'un équipage, là. Ils mangeaient là, c'était du T-bone, du steak, les steaks, tout ça, les pas de même.
de la sauce, et puis du rhum en masse, du vin en masse, un gros dîner du Château Frontenac, là, comprenez-vous? Ils se bourraient à faire ça. Mais c'est des Américains qui, pour l'organiser, parce que pour organiser hein, des choses semblables. Hein. Il n'y en a pas deux comme les autres. Mais moi, c'est toujours été l'impression que j'ai eue. En suivant ce moyen-là qu'on avait passé, là, ce chemin-là qu'on avait passé pour en arriver là. Hein. Avoir de nourriture, du pain blanc, imaginez-vous. Froid comme une mallette, c'est comme si on n'avait jamais rien vu de notre vie. On était chanceux d'appartenir au Canada à ce moment-là. Là, c'est-à-dire à Québec. Là, j'ai trouvé que le Québec, c'était tellement beau. Maudite affaire. J'étais content quand je suis revenu. Le fleuve, pour ça. Quand tu vois le fleuve, là, ça nous pogne au cœur. Puis j'ai remarqué une chose, c'est que la verdure me paraissait plus verte qu'avant que je suis parti. Parce que nous autres, la verdure là-bas au camp de concentration, tu vois, il n'y en a pas, hein? C'est du sable, c'est de la merde, c'est sale partout, puis tout ça. Puis soudainement, je tombe dans un décor comme ça. Quand je suis arrivé en l'Angleterre, c'est beau l'Angleterre. Le printemps, puis quand il pleut, là, le gazon il est très vert. Tout ça. J'ai vu un peu de gazon là, à la place où je restais en Angleterre quand je suis arrivé, là, à l'hôtel. Là. Puis tout de suite, ça n'a pas été long, ils nous ont embarqué sur un bateau. Puis, là, envoyé à Québec. Puis quand je suis arrivé à cet endroit-là, là, il me semble que la verdure est plus verte ici. Puis quand je suis retourné après mon grand congé, là, ils ont dit qu'ils nous remerciaient de ce service. En septembre 1945. Au début de septembre 1945. C'est trop long pour compter toute cette histoire-là. Moi, je voulais rester dans l'aviation. J'aurais pu rester, mais je perdais mon grade, je recommençais à zéro. Puis, il n'y avait rien de très beau à voir là, pour quelques années. On se dit non. Je retourne aux études. Fait que je suis retourné aux études, c'est tout. C'est ça. C'est ça mon histoire. Un pur hasard. C'est drôle, c'est incroyable, c'est incroyable. Moi, j'étais arrivé et puis, disons que j'ai mis le pied dans la maison, je pense que c'est 2 jours avant la Saint-Jean-Baptiste, dans le mois de juin. Il faisait beau cet été-là, c'était magnifique. Je suis arrivé chez nous, là, j'avais mes frères, il y en a qui étaient dans des mouvements, ils n'étaient pas à la maison. Il y en a un qui travaillait au chantier avec
pendant ses vacances, là, des vacances, là, c'est ça. Alors, il y avait mes deux petites sœurs, pour lesquelles j'avais beaucoup d'amour, puis j'avais traîné une photo avec eux. Cette photo-là, oui. Et puis, mes parents étaient là. Alors, le dimanche, je suis arrivé disons le samedi, puis le dimanche, à la table, il y avait beaucoup de mes frères et sœurs. Ils étaient presque tous là, sauf un. Donc, c'est belle. Le lendemain, chacun prenait le bord. Sauf mes deux petites sœurs sont venues me trouver. Ils ont dit, Jean, ça te ferait quelque chose si on te laisserait pour quelques jours? Là, c'était beau du coup. Là, j'ai dit, laissez-moi pas tout seul ici. Là. Alors, j'ai dit, non, j'ai dit, ça me fait rien, tout ça. Ils ont dit, papa et maman nous ont dit que si on a réussi bien dans nos études cette année, qu'ils nous feraient faire un voyage à Montréal. Pour aller à Montréal, c'était quelque chose pour eux autres. Là. Dans ce temps-là, c'était pas pire aussi. Ah ben, j'ai dit non, j'ai pas objection du tout, parce qu'on avait des parents, là. Puis, fait que ça restait là. Puis maman s'en va avec les autres, pour accompagner les petites filles. Puis mon père s'en laisse sur ses trains. Donc, je me ramasse tout seul dans la maison. Puis là, je m'assois dans le salon, puis j'ai une chaise habituelle qu'on s'assoit là. Puis j'écoutais la radio. Il arrive un chum de classe que j'ai connu là, quand j'étais tout jeune, là. Puis que j'avais vu, quand je suis débarqué du train en arrivant à Lévis, là, il était là avec sa blonde. On me disait bonjour, puis il y avait beaucoup de monde. C'est justement, c'est une couple de jours après, là, il est venu me trouver. J'ai passé, il dit, par ici, Jean, là, puis il dit, t'as l'air, mon voisin de vous dire que ma pensée était ailleurs. Hein. Je revivais un peu les heures du camp de concentration. Pour moi, j'étais encore dans un camp de concentration, mais dans le confort chez nous, tu sais. Il arrive, tout d'un coup, il arrive un après-midi, il dit, Jean, là, tu es en train, là, c'est pas correct que tu restes là, il faut que tu sortes avec moi, tout ça. Écoute un peu, il dit, j'ai un plan. Il dit, en fin de semaine, je suis invité, ça va être court, là, mais il dit, je suis invité pour aller à Beaumont avec ma blonde. Parce que ma blonde est amie avec une fille, ils sont plusieurs filles, ils sont 6 filles, je pense. Elle est amie avec une, là. Puis elle a été invitée à y aller. Puis par la fin même, tu es invité. En parlant du gars, Gérard, il s'appelait Gérard. Ouais. Ça fait qu'il dit. Plus que ça, ils ont dit, si vous connaissez un ami, gênez-vous pas, invitez-le. Fait qu'il dit là, c'est lui qui avait tout brodé ça, d'après moi. Là. Il a tout brodé ça, lui. Ça fait que je dis oui, ça a bien y penser. Mais il dit, il y en a un qui va venir nous chercher en voiture au transfert, là, où les tramways se rencontrent. Pas à la maison chez nous, ni sa maison, mais au transfert. Fait que demain, à telle heure, c'est correct. On l'a fait. J'ai dit, moi, y aller, OK. Il dit, emporte ton maillot de bain, puis tout ça. Il y a une belle grève. C'était à Beaumont, ça. C'était une belle grève à Beaumont. Puis c'était privé pas mal. Il y a trois familles privées, là. J'avais déjà été là, pas sur cette maison-là, mais sur un autre de côté. J'avais vu, c'était bien installé. Alors, j'ai dit, moi, y aller certain. Moi qui aime ça, baigner dans la grève, bon, dans le fleuve. Fait que, je rencontre au transfert, lui, avec sa blonde, il s'assoit en arrière. Moi, je m'assois en avant. La femme est là, il me présente. Snob, mais snob avait l'air snob, c'était épouvantable.
Oh, j'ai dit maudit. Là, j'ai commencé une affaire. J'ai dit, pourquoi je cours pour le job? J'ai dit, Gérard, il va manger une maudite. Il va me laisser tranquille, certain. Ça reste là. J'arrive, puis là, il y avait des filles, il y avait des chambres. C'était grand, cette salle-là. La danse, tu sais, les belles danses, les belles danses de Glenn Miller, là, c'était à la mode dans ce temps-là. Il y avait une belle atmosphère, tout ça. Puis le père de cette famille-là, il travaillait pour Molson. Il y avait de la bière en masse. Puis la veillée, ça allait bien. Mais elle est arrivée à la maison. Hein, elle m'a ignoré complètement. Alors, je n'écoutais plus, là. J'ai dit, j'ai chaud à l'auto, mais là, je n'avais pas fait mourir ici, certain. Moi, ça a créé mon temps, ça sera pas long. C'est pas ça. Mais là, les filles, ben, ils savaient que j'avais fait de l'aviation, puis tout ça. Ça faisait du bon sens. La soirée est finie. Là, la mère de cette famille-là, l'autre avait brodé encore. Il avait dit, M. Couchy est tout seul chez lui ce soir. C'est pour ça qu'il dit, je l'ai emmené ici. Madame a dit, vous n'avez pas objection? Elle dit non. Il a dit, c'est un vétéran, puis tout ça. Là. Puis, elle connaissait des histoires de la guerre au maximum. Elle était bonne, très intelligente, cette femme-là. J'avais jasé un peu avec elle, tout ça. Fait que lui, il a encore, là, il a lancé son hameçon. Il dit, franchement, il est tout seul. Il dit, ça voulait dire. Fait que j'ai dit, s'il est tout seul, il pourrait rester ici. Il voulait l'affaire. Il voulait l'affaire. Ça fait que, ça reste là. Regarde, elle me demande, j'ai dit oui. J'ai dit, ça gêné un peu, mais c'est vrai que je m'ennuie un peu tout seul dans le moment, là. Elle dit oui, elle dit. Puis là, elle raconte des histoires de guerre, tout ça. Bon, je reste là. Et là, le lendemain matin, mais là, il arrive d'autres invités. En même temps, une de ses cousines qui vient du Nord aussi, là, sa cousine, une maudite belle brune. Moi, je n'ai jamais vu. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais vu une belle comme ça. Une belle brune, des grands cheveux noirs, là, qui avait l'air d'une actrice de ballet, je ne sais pas de diable. Une belle brune, là, elle commence à me faire de l'œil. Ça n'a pas été long, moi, que je me suis tenu avec. J'ai dit, l'autre, je ne m'en occupe plus devant tout. Là. Elle s'est aperçue de ça. Fait que là, c'est elle, en fin de compte, que je m'en occupe plutôt que de l'autre. Elle fait tout l'attirer, moi, m'attirer vers elle. Tout en parlant à l'autre. Fait que là, ça s'est balancé. Même. Le lendemain, il n'était pas question. Là, elle me regarde là. Là, elle ne marchait pas d'un pouce. Mais moi, j'ai trouvé. Le snob que j'avais trouvé, j'ai trouvé qu'elle n'était pas snob. Elle était super gentille. Puis elle était très jolie, là. Oui, monsieur. Ah, j'étais dans le paradis terrestre, moi, là. J'étais dans l'atmosphère, tout est calme. Finalement, j'avais passé 3-4 jours là, parce que les autres étaient encore en vacances. Quand ils sont venus, ils m'ont téléphoné. Je suis remonté, moi, à la maison, c'est tout. Mais je saurais d'aller aux fins de semaine, puis des fois, les autres, il y avait des travaux à faire. Ils m'avaient demandé si je pouvais leur aider. J'ai dit certainement. Ça. Fait que là, c'est plus souvent à cette maison-là. Hein. Moralité, dans la même été, je l'ai mariée. C'est assez fort, ça. J'ai été 68 ans avec. 68 ans. Elle est morte, elle avait 68 ans. Mais j'étais en amour par-dessus la tête, par exemple. C'est épouvantable. Puis, je m'ennuie beaucoup d'elle. De toute façon, en conclusion, la guerre, c'est pas le fun, c'est pas beau.